Radio Notre-Dame. La vie prend un sens. Le grand témoin, Louis Dauphren. Bonjour et bon réveil. J'ai porté pendant 9 mois les convictions et les valeurs essentielles à notre société, dixit Christine Boutin, qui donc ne sera pas candidate à l'élection présidentielle. Elle est présidente du Parti démocrate et elle le demeure. Elle est avec nous ce matin pour s'expliquer sur ses choix. Bonjour Christine Boutin. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct, d'avoir accepté notre invitation, puisque vous êtes pas mal sollicité en ce moment par les médias. Est-ce que vous pouvez immédiatement, on peut aller se reporter sur votre site internet également pour avoir la justification de votre retrait de candidature. C'est uniquement lié au fait que vous n'avez pas les 500 signatures. Ah non, c'est pas du tout ça, puisque je pense que j'aurais pu les avoir. C'était difficile, mais je pouvais les avoir. À combien étiez-vous ? J'étais aux alentours de 300, donc en un mois et demi. D'autant plus qu'il y avait un regain là avec les chemins de Compostelle. Il y avait un déblocage qui se manifestait. Et quel est le rapport ? Et le rapport, il n'y en a pas, puisque ce n'est pas pour cette raison que je ne me présente pas, c'est parce que je pense... Non, mais le rapport entre les chemins de Compostelle et les signatures. Ah, c'est que je suis allée dans toutes les communes qui sont sur les chemins de Compostelle, qui partaient des Yvelines, pour essayer de débloquer la situation et de convaincre les maires d'apporter leur parrainage. Du reste, le sujet est toujours très d'actualité. Je continue à être militante pour la démocratie. Je serai demain au Conseil constitutionnel. Et vous êtes favorable à l'idée de faire infléchir la position du Conseil constitutionnel là-dessus? L'initiative de Marine Le Pen, en soi, vous auriez pu la suivre, la porter? Ah mais bien sûr, non seulement j'aurais pu la porter, mais je l'ai même portée puisque j'avais saisi le Conseil constitutionnel par une lettre sur le même sujet. Mais je pense qu'on aura l'occasion... Et il ne vous avait pas répondu ? Non, il m'a répondu de façon évasive, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Ce que je pense, c'est que moi je tiens surtout à saluer les maires qui aujourd'hui apportent leur parrainage à des candidats et à ceux qui m'en l'ont apporté à moi. Et je recommande surtout transformer l'essai. Pour ce qui me concerne, les 300, eh bien, d'aller donner leur parrainage à d'autres. Parce qu'il faut que la démocratie, c'est pas à moi de leur donner l'ordre, ils choisissent qui ils veulent, mais il faut que la démocratie puisse s'exprimer, c'est-à-dire les minorités puissent s'exprimer. Donc, vous n'êtes pas dans cette posture de retrait de candidature parce que le système est injuste. Ah non, c'est pas du tout ça. Non, mon alliance avec Nicolas Sarkozy est fondée sur des valeurs et sur des convictions que je porte depuis plus de 30 ans et qu'il a eu, le courage d'affirmer de façon très très claire dans un article que tout le monde a pu lire. On a l'impression que les choses étaient quand même bien huilées, justement. L'article du Figmag qui sort dans lequel il expose sa droitisation, ça a été présenté comme ça. Et puis, juste après, on a le retrait de Christine Boutin. C'était calculé ou pas ? Je contesterai le mot de droitisation qui est un mot de la gauche. J'ai vu le président de la République il y a à peu près 3 semaines et je lui avais dit exactement ce que moi je ne pouvais pas, sur les sujets sur lesquels je ne pouvais pas transiger. Il a répondu effectivement. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous vous souvenez de ces paroles précises ? Ah mais bien sûr que je me souviens. Vous savez, quand on a un entretien à l'Élysée avec le président de la République en tête-à-tête pour un petit déjeuner, c'est quand même pas anodin. Donc c'est plutôt un moment particulier de sa vie et on s'en souvient très bien. Mais écoutez, il m'a dit ce qu'il avait à me dire. Je n'ai pas dévoilé, mais moi je lui ai dit très clairement qu'il y avait des fondamentaux sur lesquels je ne pouvais pas négocier, en particulier le mariage homosexuel, l'union civile et l'adoption sur les homosexuels. Donc il n'y aura pas d'union civile. Non, il n'y aura pas d'union civile, c'est ce qu'il a dit très clairement. C'est sûr, au mois de novembre, pas d'union civile, c'est les réélus. Ah mais absolument, c'est très clair. Et c'est la différence justement avec M. Hollande qui, lui, a dit que sa première loi qu'il fera voter, c'est le mariage homosexuel et l'adoption. Et je pense qu'il le fera puisque ça ne coûte pas un centime. Et on voit bien que c'est le fondement de 2 sociétés qui nous est proposé. Mais avec le président de la République, je n'ai pas parlé que de cela parce que naturellement, si c'est important, il n'y a pas que cela. Il y a le problème de la répartition de la richesse qui pour moi est très important. Le revenu de base dont on parlera peut-être tout à l'heure. C'est l'une de vos idées. Et puis, moi, vous savez, j'ai 68 ans, je suis à l'âge de la maturité, je suis à l'âge du recul, mais par contre, je suis portée par tous ces jeunes qui sont autour de moi, qui ont envie de rentrer en politique, et que naturellement, le monde politique n'attend pas du tout. Ça, c'est certain que les convictions que nous portons aujourd'hui ne sont pas faciles à porter dans le monde politique. Et moi, je veux mettre au service de ces jeunes pour faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans la vie politique. J'ai donc demandé, dit au président que j'aurais 100 candidats du Parti chrétien-démocrate aux prochaines législatives. Et que naturellement, ce que je souhaitais, c'est que ces candidats, on les laisse se présenter, qu'on ne les considère pas comme des adversaires, qu'on ne les considère pas
comme des diviseurs, mais au contraire comme des hommes et des femmes qui portent des idées fortes. Alors, je suis tout à fait consciente, l'expérience m'amène à dire que les 100 candidats ne seront pas élus, bien sûr, mais j'espère que j'en aurai quelques-uns, et en tous les cas, les 100 qui porteront ces idées-là vont irriguer le territoire français des idées politiques du Parti chrétien-démocrate. Mais là, c'est le fond de la question, Christine Boutin. En fait, votre retrait, c'était la contrepartie aussi. Vous apportez votre soutien à Nicolas Sarkozy dans la mesure où celui-ci ne fait pas présenter des candidats contre les vôtres aux législatives. Non, c'est mais pas, c'est de bonne guerre, pourquoi ne pas le dire? Ah mais non, c'est parce que c'est pas ça l'accord. C'est ce qui a fait la fortune de Philippe de Villiers pendant des années, de ne pas avoir de candidat UMP en face de lui. Ah oui, mais ça serait logique. Oui, mais c'est pas ça. Je suis désolée. Ouais, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je ne vais pas demander. Non, il y aura des candidats UMP qui seront là. Face à vos candidats. Nous serons à côté. C'est pas face justement. Oui, mais attendez, les voix ne sont pas. C'est un gâteau qui n'est pas extensible. Il y aura un premier tour. Et donc, ces candidats au deuxième tour, s'ils ne sont pas en tête, je suis persuadé que certains de nos candidats sont meilleurs que des UMP. Mais Nicolas Sarkozy ne vous a même pas dit quand même, écoutez, je ne vais pas mettre de candidats en face des vôtres, c'est la moindre des choses, Christine, parce que vous vous ralliez à moi. Est-ce que vous avez vu, il y a 300, je ne sais plus combien de députés UMP aujourd'hui. Je vais pas demander à ces garçons et ces filles, ces hommes et ces femmes, de se retirer. Dans certains cas, ça va se faire, mais je ne vais pas le demander. Quelle proportion? Je sais rien. Je vais voir. Ce que je ne veux pas, je ne veux surtout pas faire perdre l'UMP. C'est pas d'abord. Premièrement, je vais vous dire, il faut d'abord gagner l'élection de M. Sarkozy, ce qui n'est pas une certitude aujourd'hui. Quand même, c'est pas gagné. Donc, on a plutôt intérêt à se mettre ensemble. Deuxièmement, j'ai pas l'intention de faire perdre la droite. Jamais je l'ai fait perdre depuis 30 ans que je fais de la politique. Donc, je regarde les choses de façon certaine. L'élection est raisonnable. L'élection législative est un moyen aussi d'exprimer de façon plus proche les idées du Parti chrétien-démocrate. Elles seront incarnées par cette centaine de candidats qui porteront ces idées. Et puis après, on verra pour le deuxième tour comment ça se passe. Mais pourquoi voir toujours? Parce qu'il y a de la diversité. Je suis affolée de voir combien nous projetons toujours une idée de clonage dans les idées politiques. Et qu'il y ait une diversité dans l'expression me semble plutôt un signe de vie. Vous voyez, donc les candidats du Parti chrétien-démocrate seront à côté des UMP, et l'UMP ne dira pas que nous sommes des diviseurs, que nous sommes des troublions, que nous sommes sans intérêt. Ils respecteront leurs partenaires, et nous les respecterons. Alors, Christine Boutin, on va revenir, si vous le voulez bien, au fil de cette émission, sur quand même les idées affirmées par le Parti chrétien-démocrate, et puis ce que Nicolas Sarkozy s'est engagé à faire, préserver la famille, respecter toute personne en fin de vie, refonder l'école, assumer notre histoire et nos racines judéo-chrétiennes. C'est vous qui l'écrivez sur ce site internet sur lequel vous vous justifiez pour le retrait de votre candidature. Votre portrait, puisqu'on va quand même repasser aussi votre itinéraire, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse se remettre en mémoire certains points qui ont caractérisé votre longue carrière politique. Je ne suis pas celle que vous croyez, c'est ce que vous écriviez en 2006. Ça vous fait sourire, si? Oui, parce que c'est difficile. C'est vrai que parfois, en politique, il y a une image qui est véhiculée dans laquelle je me sens pas bien, quoi. Mais pourquoi? Pourquoi cette image? Sans doute, j'ai ma part de responsabilité, mais parce que quand on défend des convictions fortes, elles sont souvent dérangeantes, et comme elles dérangent, on fait une caricature comme ça enferme la personne dans une boîte dans laquelle il est très difficile de sortir. C'est la gauche qui place les pions sur l'échiquier, de toute façon, je ne sais pas. Il y a aussi des gens à droite, vous savez. Vous êtes centriste. Et on a fait de vous une catho intégriste coincée. Absolument, ce que je ne suis absolument pas. Bon. Je ne suis absolument pas ça, bien sûr. Mais enfin bon, c'est comme ça. Vous pouvez réexpliquer le coup de la Bible dans l'hémicycle, parce qu'en fait, c'est de l'intox. Oui, enfin, c'est une erreur. Enfin, tout ça est très compliqué. Si vous voulez, à l'époque, c'était au moment du Pax. Il y avait une motion de procédure qui était portée par la droite et qui allait être votée parce qu'il y avait plus de députés de droite dans l'hémicycle que des députés de gauche, parce que la gauche n'était pas très à l'aise avec le Pax. Et Madame Guigou, qui était ministre de la Justice à l'époque, était là, nous disait son discours, et il fallait qu'elle rallonge, parce que les députés socialistes n'arrivaient toujours pas. Donc, voyant qu'il ne venait pas, et n'ayant plus l'inspiration, elle nous relit une deuxième fois son discours. Donc, je sors le Figaro, je lui montre le Figaro, et je lui dis, écoutez, Madame la ministre, vous pourriez nous lire l'article de Figaro, ça serait mieux. Et puis, bon, c'était une petite blague, et puis elle continue naturellement imperturbable, et voyant que ça durait, je me suis dit, je vais lui montrer un livre, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Et j'ai la Bible. Alors effectivement, si vous voulez, ce que je vais vous expliquer, c'est plus long que que le geste. Je me suis dit, la Bible, c'est pas neutre,
Mais je me souviens que Monsieur H, député communiste, quand il fait de l'obstruction, lui lit le Cantique des Cantiques. Donc, puisqu'il le lit, moi je peux sortir, et puis je prends mon livre, ma Bible, et je la montre, et je dis, Madame la ministre, il y a des morceaux choisis, ça serait intéressant que vous nous lisiez, et je le remets dans mon sac. Et bon, elle continue. Ensuite, Monsieur H, qui était donc à gauche communiste, est appelé aussi à faire de l'obstruction, et ça ne manque pas, il lit le Cantique des Cantiques. Bon, très bien, l'affaire se passe, les députés socialistes finissent par arriver, et ensuite, bon, je rencontre les journalistes qui me disent, mais quel est ce livre que vous avez sorti? Je dis, moi, c'est la Bible. Alors là, ça a été une traînée de poudre, et alors tout le monde a voulu avoir les images de ce geste. Et en fait, ce geste a été tellement rapide que même les caméras de l'Assemblée nationale n'ont pas pu les prendre. Il n'y a aucune image vraie de ce geste de la Bible que j'ai, on me dit brandi, je n'ai pas brandi, je l'ai présenté. Et en fait, les images que tous les Français ont vues, parce que tout le monde m'a vu avec la Bible, c'était le règlement de l'Assemblée nationale à une autre occasion. Donc c'est de la désinformation. C'est un cas de désinformation. Oui, bien sûr. Et donc c'est un petit livre, ce livre de règlement, où il fallait, quand on voulait prendre la parole, dire Monsieur le Président, au nom de l'article 49, etc. Et on monte le livre de règlement de l'Assemblée. Donc c'est un petit livre. Tout le monde a pensé que c'était la Bible, mais c'était pas. Vous n'avez pas porté plainte? Non, parce que déjà, vous savez, c'était une pression à l'époque, c'était terrible. Et non, je l'ai pas fait. Mais ce qui m'amuse, c'est que tous les Français m'ont vu avec la Bible, ça c'est clair. Et le député communiste avec le Cantique des Cantiques, personne n'en a entendu parler. Absolument, personne. Et tout ça est véridique, on peut le retrouver au JO. Donc, voilà. Alors, il est vrai que votre discours de plus de 4 heures devant les députés lors de la discussion... 5h27. Bon, allez, je corrige ma petite copie. 5h27 lors de la discussion du Pacs à la fin des années 90, vous a mis devant de la scène, au devant de la scène, et vous a fait connaître. Et depuis lors, donc, caricatures et stéréotypes pour vous présenter ont été nombreux. Retour sur votre parcours, c'est Marion Duchesne. Ma passion, c'est l'être humain quel qu'il soit, répète à qui veut l'entendre Christine Boutin. Ses convictions, elles sont ancrées en elle depuis son enfance. Née en 1944 dans une famille bourgeoise du Berry, elle grandit en Touraine, élevée par son père journaliste et sa belle-mère. La perte de sa mère à l'âge de 5 ans, une tragédie qui a changé notre vie, raconte Christine Boutin. Aînée de la famille, je me suis construite comme la responsable, la travailleuse, la raisonnable. Je voulais aussi donner de la joie à mon père. Et déjà chez la petite fille, ce goût du service de l'autre et de la disponibilité, le souvenir aussi à l'âge de 6 ans de la découverte avec son père de la salle des 4 colonnes et de l'Assemblée nationale, les prémices sans doute de son engagement politique. Un engagement qui va de pair avec sa foi catholique. Dans sa jeunesse, Christine Boutin a même songé pendant un temps à donner sa vie au Christ avant finalement de se marier. Et c'est le vote de la loi sur l'avortement qui va servir de déclic. Installée à Haut-Fargis dans les Yvelines, Christine Boutin va d'abord se faire élire conseillère municipale avant de devenir maire de la commune en 1980. 6 ans plus tard, elle devient députée. Sa famille politique de l'époque, le centrisme de Raymond Barre et l'UDF, son cheval de bataille, la défense des valeurs catholiques, des plus faibles et des plus fragiles, ses thèmes de prédilection, la famille, la bioéthique et les prisonniers. Après avoir fondé son propre parti en 2001, le Forum des Républicains Sociaux, devenu Parti chrétien-démocrate, Christine Boutin se présente à 2 reprises à la présidentielle, en 2002 et en 2012, avant de se rallier à l'UMP et à Nicolas Sarkozy. Jeu des alliances oblige. L'ancienne ministre du Logement et de la Ville n'a pas pour autant oublié le jour où elle a été congédiée sans explication du gouvernement Fillon, c'était en 2009. Cela a été très déstabilisant, avoue-t-elle à l'époque, mais la rancœur n'a pas grand intérêt. Peu importe donc, Christine Boutin, qui déclare aimer la confrontation des idées, se dit toujours habitée par la même passion. Alors Christine Boutin, j'avoue que j'ignorais que vous aviez perdu votre mère à l'âge de 5 ans. Ça a joué sur votre parcours inévitablement. Oui, c'est un drame. Je pense que toutes les personnes qui ont cette expérience le vivent ainsi. Enfin, en tous les cas, moi, je sais que jusqu'à mon dernier souffle, je pense tous les jours à ma mère. Enfin, je veux dire, c'est un trou béant. C'est quelque chose qui manque de façon très, très, très forte, bien sûr. Le seul avantage qu'il y a dans cette réalité, il y a 2 avantages. C'est qu'en fait, je sais que la mort est toujours là. Je n'en ai pas peur. Je ne sais pas comment je serai au moment où ça m'arrivera, mais je n'ai pas peur de la mort parce que je sais qu'elle est présente tout le temps. Parce que moi, j'ai quitté ma mère, je pensais la revoir, je l'ai jamais revue. J'ai souvenir d'une image d'une femme blonde dans le train qui part, et voilà, j'ai jamais revue. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a la possibilité de se construire une mère idéale. C'est-à-dire que je pense que toutes les mamans ne le sont pas.
et que nous ne sommes pas, bien sûr. Et moi, j'ai pu me construire une mère idéale. Qui se résume en quelques mots, si vous deviez le faire. Naturellement, elle a toutes les qualités. Elle est belle, elle est intelligente, elle est affectueuse. Elle travaille ? Écoutez, à cette époque-là, non, je pense qu'elle travaillait pas. Elle ne travaille pas. Mais ma belle-mère, puisque mon père s'est remarié, donc moi j'ai eu l'expérience aussi d'une famille recomposée qui a bien marché. Ma belle-mère a travaillé, était une femme, elle était assistante sociale, et heureusement du reste. Et cette femme m'a beaucoup aidé. Vraiment Granny, je lui dois beaucoup. Hein. C'est une femme de devoir, elle vit toujours, elle a 92 ans, elle est magnifique, elle est sur Internet, elle m'envoie des mails avec des smileys, elle est fantastique, voilà. Donc en fait, vous êtes le produit d'une famille recomposée quand Absolument. même, ce qu'on appelle une famille recomposée, ou plutôt un foyer recomposé si on ne veut pas utiliser le terme de famille. Absolument. Que pensez-vous de l'emploi du mot famille au pluriel ? Je pense qu'il y a une ambiguïté totale, si vous voulez. Non, pour moi, la famille, aujourd'hui, on ne sait plus du reste de quoi l'on parle quand on parle de la famille, et je pense qu'il faut essayer de retrouver un modèle. Qu'on le veuille ou non, la famille, elle est composée d'un homme et d'une femme, tout simplement parce que l'enfant a besoin d'un papa et d'une maman, et que, de toute façon, pour pouvoir exister, il faut la rencontre d'une cellule féminine et masculine. Donc vous ne m'avez pas vraiment répondu, elle ne travaille pas dans votre schéma idéal, la mère. À l'époque, vous me disiez ça ne se faisait pas, mais non, ça ne se faisait pas. Mais si vous voulez, je pense qu'elle n'aurait pas travaillé compte tenu de ce qu'elle était ou de la famille d'où elle venait. Mais en réalité, ma belle-mère, elle a travaillé. Et heureusement qu'elle a travaillé, parce qu'on a connu quand même des moments excessivement difficiles où seul le salaire de ma belle-mère faisait vivre la famille. Donc, je ne sais pas si vous voulez. Là, les deux images de ma mère biologique et de ma mère qui m'a adoptée, en fait, se confondent. Je ne sais pas répondre à votre question. La mère idéale, pour vous, elle utilise la contraception ou pas ? La mère idéale, je vais vous répondre la femme que je suis. Mais ce n'est pas une question intime, je vous pose. On est dans le schéma idéal. Hein. Dans le schéma idéal. Dans la proposition, j'entends. Je pense que comment dirais-je, la relation intime avec son mari nécessite le respect de l'un et de l'autre, et en particulier des cycles biologiques de la femme. Et je pense que la contraception, du reste l'avortement, est en grande partie l'échec de la contraception chimique, et je pense que le respect des cycles de la femme font partie de l'amour. Donc vous dites aux catholiques que vous rencontrez, on peut se poser la question, quelle femme qui se dit catholique n'utilise pas la contraception ? Est-ce que c'est un sujet d'attaque de votre discours ? Non, parce que vous savez... On l'a dit dans votre portrait, je ne sais pas si vous le validez. Hein. Oui. La foi catholique, les valeurs catholiques. Paul VI s'est fait, pardonnez-moi l'expression, laminer sur ces questions de contraception. Oui, mais si vous voulez, d'abord je ne suis pas pape, je ne suis pas Paul VI, je suis une femme politique, et donc c'est pas tout à fait la même responsabilité. Moi, je n'ai pas à juger. Je sais que la responsabilité de mettre un enfant au monde est quelque chose d'essentiel. Je n'ai pas à juger. Je pense que l'Église catholique a parfaitement raison d'insister sur la nécessité, dans l'amour, du respect de l'autre. Et dans le respect de l'autre, il y a effectivement le respect biologique des cycles féminins. Cela dit, aujourd'hui, les catholiques prennent beaucoup de liberté par rapport à ça. Hein, vous le déplorez, vous l'acceptez, vous vous y résignez, vous le combattez? Non, c'est une vraie. Comment dirais-je? Je ne le condamne pas parce que je n'ai pas à juger, mais je ne l'encourage pas. Je pense que c'est une affaire personnelle, et je crois que l'Église a raison, in fine, malgré les apparences. Je pense que l'Église a raison. Parce que vous savez, la femme a souvent le sentiment de devenir un objet de plaisir, et ce n'est plus l'amour de la relation intime qui finit par prendre le pas. Vous avez dit, on a dit dans votre portrait, c'est Marion qui l'a dit, c'est l'avortement qui a été aussi au départ. Absolument. la loi Veil. Qui a été au départ de votre engagement. Aujourd'hui, face à cette loi Veil, vous seriez, je vais être brutal, en quoi êtes-vous mieux disante que Marine Le Pen sur le sujet, ou moins disante? Je ne sais pas. Comment vous vous situez-vous par rapport à ça? Écoutez, je ne souhaite pas particulièrement me situer par rapport à Marine Le Pen, parce que honnêtement, je ne sais pas exactement quelle est sa position. Donc, mais moi, je vais vous dire ma position. Je suis une responsable politique. Aujourd'hui, moi, si j'avais été députée en 75, je n'aurais pas voté cette loi, c'était certain.
Aujourd'hui, je ne suis pas favorable à revenir sur cette loi parce que la société française n'est absolument pas prête à l'accepter. Mais elle n'était pas prête à accepter la suppression de la peine de mort en 81. Oui. Et Robert Badinter l'a fait. Oui, absolument. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose parce que la contraception et l'avortement, malheureusement, une femme sur deux aujourd'hui en âge de procréer en France a connu l'avortement. Donc on perd des électeurs, c'est ça l'idée ? Non, c'est pas du tout de perdre des électeurs. C'est la réalité de la capacité d'acceptation d'une société à un phénomène. L'avortement, en ce qui concerne l'avortement, les conditions, moi comme femme politique, je me sens très responsable justement du fait qu'il y ait une femme sur deux qui avorte. Je ne la condamne pas moralement, mais je me dis, moi, femme responsable politique, qu'est-ce que j'ai fait pour faire en sorte que les conditions de salaire, les conditions de logement, les conditions de la famille soient suffisantes pour pouvoir accueillir la vie. On peut se dire, arrêtons le massacre aussi. Oui, bien sûr qu'on peut le dire. Mais ça passe par la loi. Oui, mais non, mais le problème est de savoir quelle est notre capacité à accueillir la vie. En réalité, nous sommes dans une société qui n'accueille pas la vie. Et moi, je me bats pour que l'on accueille la vie. Je pense que aujourd'hui, beaucoup de femmes se trouvent dans la situation de décider d'avorter, alors que c'est absolument pas leur choix. Mais les conditions matérielles, nous ne sommes pas des purs esprits. Les conditions matérielles les conduisent très directement à cela, et c'est des drames absolus. Et la vie devient quelque chose de relatif. Naturellement que dans une société idéale, il faudrait revenir sur la loi sur l'avortement. Mais nous ne sommes pas une société idéale. La société, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'il faut, la priorité des priorités, c'est accueillir la vie. C'est la raison pour laquelle moi je souhaite, et j'espère que le président de la République le mettra dans son programme, je souhaite qu'il y ait des structures pour accompagner les femmes qui sont enceintes et en difficulté. On va y revenir, Christine Boutin. Vous êtes avec nous en direct ce matin jusqu'à 8h30, président du Parti chrétien-démocrate. À tout de suite, Christine Boutin. Juste après les infos, on reprend notre discussion en direct. Vous êtes maman d'un enfant malade ou handicapé ? Vous avez besoin de souffler, de prendre soin de vous, d'échanger avec d'autres mamans dans la même situation que vous ? Pour trouver un nouvel élan, venez participer à la 2e journée que l'OCH organise à Paris, le jeudi 22 mars 2012. Renseignements et inscriptions au 01 53 69 44 30 ou par mail à maman@och.asso.fr. Tous les jeudis à 7h09 et 17h52 sur Radio Notre-Dame, retrouvez l'analyse de Laurence Mazurel pour mieux comprendre l'actualité politique. Les Pères Pallottins vous invitent au 14e congrès de la Miséricorde divine du vendredi 17 au dimanche 19 février 2012 dans la Maison des Pères Lazaristes, 95 rue de Sèvres, métro Vanneau à Paris. Le thème du congrès est la miséricorde divine dans les différentes religions. La messe du dimanche sera présidée par le cardinal Philippe Barbarin. Renseignements et inscriptions, 25 rue Surcouf, Paris 7e, téléphone 01 40 62 69 11 ou par email apostola.miséricorde@wanadoo.fr. À 7h58, le billet spirituel du Père Alain Caron de la Carrière. Je ne sais pas si vous connaissez par cœur le psaume 116. Je vais vous en lire un verset. Que rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. Ce verset du psaume 116 m'a toujours énormément impressionné. Parce que dans nos vies, tout de même, nous disons au Seigneur merci pour ce qu'il a fait pour nous. Que rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait ? Et alors, quel est le bien qu'il nous a fait ? Mais c'est de nous donner son corps et son sang. Et vous savez qu'autrefois, le prêtre, d'ailleurs, en élevant le calice qui contenait donc le sang du Christ, disait « Que rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait ?» Et on continue « J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. » Eh bien, je me réjouis que aujourd'hui, peut-être, vous allez le dire, quand, avant même de communier, vous regarderez et vous direz « Que rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait ?» J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner la messe.
Merci Père Alain Caron de la Carrière. Le grand témoin ce matin, Christine Boutin, qui vient de retirer sa candidature à la présidentielle et se rallie à Nicolas Sarkozy. Elle est avec nous en direct jusqu'à 8h30. Beaucoup de questions qui se posent naturellement à Christine Boutin dans quelques secondes, après les infos. Un point sur l'info, Marie-Ange de Montesquieu. Et on commence avec l'information du jour. Nicolas Sarkozy va annoncer ce soir à la télévision sa candidature à la présidentielle aux 20h de TF1. Un non-événement pour François Hollande, alors que l'équipe de campagne du président candidat est déjà très largement dans les starting blocks, selon le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé. En tout cas, c'est la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui sera la porte-parole du chef de l'État quant au conseiller spécial du président. Il s'agit toujours d'Henri Guénaud, le chef de l'État qui enchaînera les meetings. Demain, il sera à Annecy et dimanche à Marseille. Le gouvernement sénégalais a interdit une marche prévue par l'opposition et la société civile contre la candidature du chef de l'État sortant Abdoulaye Wade à la présidentielle du 26 février. L'Église va déployer 850 observateurs dans l'ensemble du pays pour suivre les élections. Elle entend contribuer à un vote tout à fait sincère. Il y a des résultats sans contestation. L'Église appelle aussi les hommes politiques à assumer leurs pleines responsabilités pour que ce pays reste en paix. Et on part au Vatican maintenant. Le père Lombardi calme le jeu sur les affaires face à l'avalanche des publications dans les médias italiens de documents confidentiels provenant du Vatican. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège a fait un parallèle avec Wikileaks qui avait fait fuiter des milliers de documents de l'administration américaine. Pour lui, le Saint-Siège a aussi ses leaks, ses fuites, ce qui crée la confusion et jette un regard selon lui négatif sur le Vatican et l'Église elle-même. Dans le reste de l'actualité, Athènes espérait s'assurer dès ce soir un feu vert pour une aide sans précédent de 230 milliards d'euros. Mais l'Eurogroupe a reporté sa décision sur l'aide à la Grèce à lundi prochain, faute d'engagement écrit d'Athènes sur l'application du plan d'austérité. Athènes n'a pas rempli les conditions qui lui étaient imposées, a souligné le président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker. Les dirigeants grecs n'ont pas donné d'assurance écrite après les législatives d'avril des mesures d'austérité votées au Parlement, ni sur les économies supplémentaires de 325 millions d'euros dans le budget 2012. Athènes qui doit rembourser le 20 mars 14,5 milliards d'euros. Une délégation britannique au Vatican jusqu'à ce soir à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le Royaume-Uni. Cette visite intervient aussi 1 an et demi après le voyage de Benoît XVI en Grande-Bretagne à l'occasion de la béatification du cardinal John Henry Newman. Pour l'ambassadeur britannique près le Saint-Siège, les priorités communes au niveau international sont les crises humanitaires, la lutte contre le commerce des armes et les crises syriennes et somaliennes, sans oublier la situation en Irlande du Nord. Et toujours à l'étranger, les responsables d'une série d'explosions à Bangkok hier font probablement partie du même réseau que ceux qui ont organisé les attentats contre des intérêts israéliens en Géorgie et en Inde. C'est en tout cas l'avis de l'ambassadeur israélien en Thaïlande. Nous pensons que l'Iran est derrière ça. Un individu en possession d'un passeport iranien a été blessé hier dans une série d'explosions. Israël fait un lien avec les attentats de lundi contre le personnel des ambassades d'Israël à Tbilissi et à New Delhi. Radio Notre-Dame. Le grand témoin, Louis Dauphren. Et en ce mercredi 15 février, Christine Boutin, en direct, présidente du Parti chrétien-démocrate, qui vient de se rallier à Nicolas Sarkozy. On était sur la question délicate de l'avortement à l'instant, Christine Boutin, s'il fallait remettre en cause la loi Veil, qui est à l'origine de votre engagement en politique. Vous êtes resté sur une ligne relativement médiane en disant qu'aujourd'hui, les esprits ne sont pas prêts à revenir sur la question de la dépénalisation de l'avortement. Vous vouliez ajouter une chose. Moi, j'avais peut-être une remarque de l'époque, un souvenir de l'époque pour votre... je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer sur ce point. Si l'Église, si Monseigneur Marty à l'époque s'était vraiment opposé à Simone Veil, paraît-il la loi ne se serait pas passée et les politiques auraient renoncé. J'ai eu des échos dans ce sens. Je ne sais pas, parce que moi, à ce moment-là, j'étais pas du tout engagée. J'étais une citoyenne française qui mettait ses enfants au monde. Je me souviens pas de ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que la parole de l'Église est naturellement très forte et je suis très heureuse de voir qu'il y a une évolution quand même très positive en France par rapport à cela. Alors, ce que je voulais dire par rapport à l'avortement, c'est qu'en réalité, la banalisation de l'avortement a entraîné une réalité qui est le regard relatif que l'on porte sur la vie. Et le fait que nous n'ayons pas comme cette exigence du respect de la vie
vie, dans la fragilité que nous avons tous été l'embryon, en fait, ça se décline sur toute la vie. C'est-à-dire que maintenant, dans le plan économique, la personne humaine devient une valeur relative par rapport aux enjeux économiques. Et je suis convaincue que c'est la conséquence très directe du regard très relatif que l'on pose sur le début de la vie, où l'avortement est devenu quelque chose de très banal. Et je crois qu'il faut que nous retrouvions le sens de la vie. Tous les critères sont relatifs aujourd'hui, d'ailleurs. Absolument. À partir du moment où vous introduisez au début de la vie un critère relatif, absolument. Tout le reste le devient. Absolument. C'est ce que vous dites. Absolument. C'est absolument ça ce que Alors je comment dis. revenir sur faire un absolu? Je pense qu'il faut que nous reprenions conscience de cela. Peut-être que c'est justement par le fait que aujourd'hui, par exemple, qu'on soit vidé d'une entreprise du jour au lendemain sans explication, simplement pour la rentabilité des actionnaires, va nous faire reprendre conscience que nous n'acceptons plus d'être une variable d'ajustement dans le secteur économique. Et si nous ne l'acceptons plus, il y aura naturellement une logique qui fera que l'on reprendra conscience de l'exigence et de la primauté de la vie. Mais qui peut impulser ce cercle vertueux? Je pense que la réalité va s'imposer à nous. Je le pense vraiment. Alors après, il y aura un accompagnement moral, politique, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes aveuglés sur l'importance de la vie. Et la société n'est pas organisée sur le respect de la vie. Ça, je le crois. Mais quand je dis la vie, c'est pas uniquement de l'embryon, de toutes les vies. Regardez la fin de vie. Absolument. Regardez combien il faut se bagarrer pour essayer de faire comprendre que c'est pas parce qu'une personne âgée a des couches qu'elle n'a pas toujours sa dignité. Je le dis, un bébé a des couches, il a sa dignité, personne ne remet en cause. Mais une personne âgée qui est incontinente, on dit, elle n'a plus de dignité. La dignité, elle n'est pas négociable. Il faut que nous soyons convaincus de cela. La personne humaine a une dignité qui ne se négocie pas. Elle est. Qu'est-ce qui a fait, Christine Boutin, vaciller Nicolas Sarkozy, si je puis dire, sur ce point, pour qu'il l'inscrive dans son programme? Pas de mariage homo, pas d'euthanasie. C'est la présence, je ne sais pas, la vôtre, Emmanuel Mignon, à ses côtés, des personnes qui font du lobbying. Parce qu'il n'était pas, honnêtement, je ne sais pas, il n'est pas forcément très convaincu sur ces aspects-là. Écoutez, je ne peux pas parler sur les convictions intimes du président de la République. En tous les cas, moi, la justification de ma candidature à l'élection présidentielle était là. C'est-à-dire d'assurer que sur l'essentiel, les choses seraient dites clairement. Et du reste, j'ai indiqué pendant toute la campagne, la pré-campagne, que si je ne trouvais aucun candidat qui soit ferme sur ses positions, je dirais très clairement aux Français que je ne soutiens personne. Donc, mais pourtant, vous n'avez pas de François Bayrou à un moment. Non, c'est pas moi qui ai parlé de François Bayrou. C'est au moment de la bombe atomique où tout le monde, et du reste c'est assez étonnant, j'ai été surprise, tout le monde a pensé que la bombe atomique c'était un dossier d'accusation d'un homme ou d'une femme politique, en particulier sur Sarkozy. Moi, je fais pas de la politique de caniveau, c'était absolument pas ça. Et à ce moment-là, un journaliste m'a dit, bon alors, est-ce que ça veut dire que vous pourriez soutenir quelqu'un d'autre que monsieur Sarkozy? Je dis, ça pourrait être une forme de bombe atomique. Et à ce moment-là, le journaliste m'a dit, c'est Bayrou. Je dis, je ne vous ai pas dit ça. Il y a eu la bombe A, on a la bombe B maintenant. Et donc en fait, c'était ça. Non, la bombe atomique, c'est pas ça du tout. Bon, mais je vais terminer sur Bayrou, si vous le permettez. Parce que l'avantage de cette affaire, c'est que monsieur Bayrou s'est déclaré, à ce moment-là, favorable, de façon très claire, à l'adoption par les couples homosexuels. Donc moi, tout le monde sait que je suis opposée. J'étais la seule dans la classe politique française à le dire et de façon ferme. Donc à partir du moment où M. Bayrou, ce qui ne m'a pas surpris parce que je sais très bien quelles sont ses idées sur ces sujets, il l'a dit publiquement, la porte est complètement fermée et je dis aux catholiques en particulier, faites attention, regardez quelles sont véritablement les valeurs fondamentales que porte François Bayrou. En tous les cas, pour moi, c'était porte fermée, c'est bien évident. Donc, et du reste, je l'avais dit, regardez, à l'UMP, il y avait énormément, et il y a toujours un certain nombre de leaders qui étaient quand même pas flottants, qui étaient très clairs pour avoir l'union civile. Nadine Morano, par exemple, vous faites cohabiter Christine Boutin et Nadine Morano dans une même pièce politique, si je puis dire. Absolument. Mais bizarre, ce qui est important, la diversité des 60 millions de Français, elle est là. Mais ce qui est important, on n'est pas obligé dans le même parti quand même. Non, mais là, il s'agit de la présidentielle. Il s'agit, du reste, vous avez parlé de ralliement tout à l'heure. Je récuse ce mot. Je ne suis pas rallié. J'ai fait une alliance, ce qui est complètement différent. J'ai fait une alliance avec le candidat Nicolas Sarkozy sur des fondamentaux. J'ai demandé effectivement au président de la République, comme je vous l'ai dit lors de ce petit déjeuner, à ce qu'il y ait quelle était sa position vis-à-vis un certain nombre de fondamentaux. Parce que toutes les réponses techniques, toutes les réponses économiques, toutes les réponses budgétaires que nous pourrons avoir ne seront que des réponses techniques
par rapport à des choix de société. Mon positionnement et ma candidature, ma candidature à l'élection présidentielle oblige, et du reste je viens de voir dans les Échos que M. Moscovici dit très clairement que, en fait, il va y avoir un choix entre deux sociétés. Effectivement, celle de M. Hollande, qui veut le mariage homosexuel, qui veut l'adoption homosexuelle, qui veut des positions libertaires, et la position maintenant claire du président de la République, qui jusqu'à présent ne s'était pas exprimé de façon ferme sur ces sujets-là, qui prend une option différente. Donc il y a deux choix de société, et les Français sont aujourd'hui devant ce choix-là. Sur quelle base et sur quel fondement voulons-nous apporter des réponses techniques sur le problème budgétaire, économique de la société de demain pour nos enfants et nos petits-enfants? Christine Boutin, quand le président de la République s'engage sur ces terrains-là, il signe quelque chose, il écrit quelque chose, ou c'est juste des paroles à un petit déjeuner? Pour moi, ce sont que des paroles. Ce ne sont pas. Mais qu'est-ce que vous pourrez lui opposer plus tard si jamais il ne respecte pas? Figurez-vous, je peux m'en aller, et je le dis, et après les Français jugeront. Moi, je serai là comme une vigie pendant cette campagne. Je vais mettre toute mon énergie, parce que justement, compte tenu du choix de société et des fondamentaux de la société qu'il a affirmé, je veux que Nicolas Sarkozy gagne. Et du reste, nous ne devons pas avoir d'état d'âme. Moi, je ne suis pas une sarkozyste de passion. Bah non, vous l'avez plutôt brocardé d'ailleurs. Absolument, dans les mois qui ont précédé. Mais absolument. Et même quand j'étais ministre du reste, c'est ce qui m'a sans doute valu mon éviction, pour lequel je n'ai aucun esprit de revanche. Je le prouve aujourd'hui. Mais parce qu'il faut voir l'essentiel, il faut voir l'intérêt supérieur de notre pays. Aujourd'hui, compte tenu des fondamentaux sur lesquels Nicolas Sarkozy veut s'appuyer pour construire le quinquennat, eh bien je dis, nous ne devons plus avoir d'état d'âme, même si nous avons un certain rejet vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Pourquoi le cacher? Nous le savons très bien qu'il y a un rejet d'un certain électorat de droite vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Mais sachons mettre nos priorités là où elles doivent être. Est-ce que nous voulons une société libertaire pour construire la société de demain, la France de demain, ou est-ce qu'au contraire, nous voulons une société fondée sur des valeurs claires et qui affirme la dignité de toute personne et l'altérité, la différence sexuelle? Parce que c'est ça ce dont il s'agit véritablement. Et Monsieur Sarkozy a beaucoup insisté sur la dimension de la famille, qu'il conforte, le respect de la vie, en disant qu'il ne veut pas d'euthanasie. Enfin, c'est quand même des choses très importantes. Il lève le tabou de l'immigration. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que pendant toute cette campagne, je serai excessivement vigilante par rapport au regard que l'on porte sur la personne humaine. Votre portrait tout à l'heure me concernant était tout à fait juste. Mon obsession, c'est la personne humaine. La personne humaine, en particulier dans sa fragilité. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas de stigmatiser les chômeurs. Du reste, la polémique. Donc vous êtes opposé à l'idée d'un référendum sur les obligations des chômeurs, qui est un peu un non-sujet, faut le reconnaître. Absolument, c'est ce que je veux vous dire. Pourquoi n'avez-vous pas demandé qu'il fasse un réferdum sur le mariage homosexuel, par exemple, ou sur l'euthanasie? Mais parce que pour l'instant, on n'a pas besoin. Si lui dit qu'il ne veut pas le faire, je ne vois pas pourquoi on le ferait pas. Pendant un moment, je l'ai envisagé, le référendum. En tous les cas, faire une polémique sur le référendum, alors que vous avez un président qui vous dit, moi, je vais aller vers le peuple et je vais poser des questions par le biais du référendum, et que vous voyez la gauche qui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée, alors que c'est assez normal d'aller vers le peuple. Et que de plus, j'ai entendu Monsieur Hérault hier au Parti Socialiste sur la TVA sociale, alors qu'il vient de critiquer la position du président qui propose un référendum, dit pour la TVA sociale, il faudra un référendum. Enfin, ils sont complètement incohérents. La gauche n'a aucun sens aujourd'hui. Ils proposent que des choses qui sont archaïques. C'est du ripollinage par rapport aux mesures de Monsieur Jospin. Monsieur Hollande ne propose rien, sinon de mettre complètement par terre notre société sur des fondamentaux libertaires. Alors si c'est ce que veulent les Français, c'est leur problème, mais ils sont vraiment responsables. Dans votre schéma idéal, je présume que vous auriez voulu mener cette campagne jusqu'au bout, aller au premier tour, et faire valoir votre poids politique entre les deux tours. Aujourd'hui, ça ne s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce qui vous a incité justement, d'une certaine façon, à vous retirer? C'est de vous dire, c'est trop dangereux, Nicolas Sarkozy trop bas dans les sondages, là je ne peux pas prendre ce risque. Vous aviez dit d'ailleurs par le passé que si jamais votre candidature représentait un risque pour Nicolas Sarkozy, vous vous retireriez. Donc il y a vraiment un risque aujourd'hui, vous êtes d'accord? Oui, pas complètement, je vais vous expliquer. J'ai toujours dit que j'étais candidate de premier tour. Quand on est candidate de premier tour, on est dans la posture de la négociation. Le problème est de savoir quand est-ce qu'on fait la négociation. Est-ce qu'on l'a fait entre le premier et le deuxième tour ou est-ce qu'on l'a fait avant? Il m'a semblé important, compte tenu de mon objectif, qui était de toute façon, si j'avais le premier tour, ma négociation, elle était fondée sur ces fondamentaux auxquels je tiens particulièrement.
il m'a semblé que, puisqu'il y avait une clarification très forte du président de la République, qui a pris des risques du reste dans cette interview du Figaro Magazine, parce qu'il ne faut pas croire que tous les Français sont d'accord avec cette exigence qu'il a posée. J'ai estimé que, compte tenu de cela, il valait mieux être ensemble. D'autant plus que tout le monde le sait, Nicolas Sarkozy souhaite depuis le début, dans sa propre stratégie, je ne sais pas s'il a raison, mais dans sa propre stratégie, il souhaite qu'il y ait personne et qu'il soit tout seul à porter les valeurs de la droite à l'élection présidentielle. Dans la mesure où moi j'ai eu les garanties de ces valeurs fondamentales, que j'ai eu mes 100 candidats aux législatives, voilà, moi j'ai toujours dit que j'étais de la droite républicaine et que... Mais vous n'avez pas de pourcentage de voix à faire valoir? Non, mais vous savez... C'est plutôt mieux ou moins bien? Moi je pensais faire 3%. Mon objectif était de faire 3%, et si je faisais 3%, c'était un vrai succès. Le problème, c'est que en France, comme partout ailleurs, on préfère être du côté des 20% que des 3%. Les Français ne se rendant pas obligatoirement compte que les 3% avaient plus de sens politique dans l'exigence que les 20%. Donc ça aussi, je l'ai bien intégré, si vous voulez. Donc, m'a semblé que compte tenu de la situation et de la clarification des positions du président de la République, qui est du reste allé contre un certain nombre de ses proches de l'UMP, avec lesquels j'ai des relations qui sont moyennes, je peux vous dire, avec l'UMP. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est le président de la République. C'est pas l'UMP, c'est pas les autres. C'est la France, c'est le président de la République qui a clarifié ses positions. Vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Sans doute. Christine Boutin, vous restez avec nous, 8h15. L'éditorial. Gérard Leclerc. Gérard Leclerc qui revient sur la polémique concernant les civilisations. On sait qu'une simple petite phrase peut mettre le feu aux poudres dans la campagne présidentielle. Claude Guéant en a fait la preuve avec son raccourci sur les civilisations. Beaucoup sont persuadés que notre ministre de l'Intérieur se trouve en quelque sorte préposé aux provocations dans le but de rallier une partie de l'électorat plus sensibilisé à une certaine thématique. Ils en veulent pour preuve que le ministre est un récidiviste en ce domaine et qu'à chaque fois il provoque une véritable explosion médiatique, l'indignation des uns répondant aux justifications empressées des autres. C'est bien possible. Cela fait partie de la règle du jeu, même si à un certain degré, ce jeu peut être dangereux. Dangereux s'il provoque l'exacerbation des passions qui ne sont pas forcément bonnes conseillères. Mais dans le cas précis de la controverse autour de l'idée de civilisation, je constate que la gravité et la complexité du sujet ont amené pas mal de gens à réouvrir leur dictionnaire. Qu'est-ce que la civilisation? S'oppose-t-elle à la barbarie? Qu'en est-il de la pluralité de fait des civilisations? Quelle distinction encore opérer entre civilisation et culture? Claude Lévi-Strauss est souvent appelé à la rescousse à cause d'une forte intéressante conférence qu'il avait prononcée à l'UNESCO. Mais on constate alors que si la réflexion s'approfondit, les désaccords peuvent aussi se creuser. Ainsi, le Figaro, en donnant la parole au philosophe Jean-François Mattei, nous offre une sorte d'expertise qui aboutit à des conclusions très différentes de celles de Françoise Héritier, professeur émérite au Collège de France, que Le Monde a interrogé sur le même sujet. C'est sans doute que la compétence intellectuelle ne suffit pas à faire la différence. Le philosophe et l'ethnologue ne partagent pas les mêmes convictions, n'ont pas les mêmes choix politiques. Ils peuvent faire l'un et l'autre assaut d'érudition, ils sont en radical désaccord. Le philosophe approuve Claude Guéant, l'ethnologue l'admoneste sévèrement. Faut-il parler aussi, à leur propos, du relativisme des opinions? Peut-être pas, car à l'analyse, il ressort finalement que la complexité des choses et l'opposition des visions du monde prolongent les désaccords. Pourvu que ce soit de bons désaccords, fondés non sur des équivoques, mais sur des différends reconnus. Radio Notre-Dame, le grand témoin. Alors, Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate, un mot sur l'édito de Gérard ce matin qui porte sur les civilisations. Écoutez, comme souvent, comme je dirais toujours, cet édito de Gérard Leclerc est remarquable et c'est très important de l'écouter régulièrement. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque cet événement est arrivé, j'étais en déplacement dans le cadre de la présidentielle en Martinique.
Et il est évident qu'en Martinique, ces propos ont été plutôt du côté de l'ethnologue que du philosophe. C'est-à-dire que ça a vraiment blessé cette population. Alors après, il y a eu la polémique lancée par Monsieur Letchimy, le député de Martinique, du reste à l'Assemblée, qui a eu des propos tout à fait excessifs par rapport à tout cela. Moi, je dirais que, en réalité, je crois qu'il aurait été assez normal qu'à la fois Claude Guéant et Letchimy présentent des excuses. Et parce que d'un côté, vous avez la position de Guéant qui est plus celle du philosophe, et Letchimy qui était plutôt le regard de l'ethnologue. Voilà. Ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas blesser les uns et les autres. On est aujourd'hui dans un monde qui est excessivement sensible, qui devient du reste très individualiste et qui n'a que sa propre perception des choses. Donc Nicolas Sarkozy exacerbe les choses. Veut placer le débat sur le terrain de l'identité, et ça braconne sur le terrain du FN. Je pense qu'il faut faire un peu attention. Moi, tous les cas, vous savez, dans les 3 valeurs qui étaient dites dans ce fameux article de Figaro Magazine, il y avait l'autorité, le travail et la responsabilité. Je partage ces valeurs, mais moi, je serais vigilante pour qu'on rajoute celle de la solidarité. Je pense que la droite ne pourra gagner que dans la mesure où il y a une dimension de solidarité et d'humanité. Pister les chômeurs, ça me semble pas être une bonne idée. Et pourtant, c'est apparemment ce qui fait gagner, puisqu'il nous refait le coup de 2007. Oui, bah écoutez, on va voir ce qui va se passer, on va voir ce qui va se passer. C'est un choix, en tout cas, apparemment, c'est un choix stratégique. Oui, on va voir. Christine Boutin, j'aimerais que vous vous prononciez sur un sondage qui a été réalisé par Liberté Politique. C'est l'intention de vote des catholiques pratiquants et de l'ensemble des Français au premier tour. Ça a été fait réclement, avant que vous n'annonciez votre retrait de candidature. Ce qui m'a surpris en lisant ce sondage, c'est qu'en fait, vous n'apparaissez pas. Tenez, je vous laisse les statistiques. Vous avez Nicolas Sarkozy qui fait 38, François Hollande 22, Marine Le Pen 17, François Bayrou 17, Jean-Luc Mélenchon 2 et Dominique de Villepin 3. Et je ne vois pas le nom de Christine Boutin. Alors pour le Parti chrétien-démocrate, n'est-ce pas curieux? Comment pouvez-vous expliquer ce phénomène? Vous savez, je pense que les catholiques, nous avons beaucoup de difficultés entre nous. Et j'appelle de mes vœux que les catholiques arrivent à se rassembler et qu'il y ait un petit peu plus d'unité. Je suis pas surprise que à la FSP, je n'apparaisse pas. Dans un autre sondage... Ils ne vous sont pas très hostiles en soi, non. Enfin, vous voyez, je n'y suis pas. De toute façon, 0,5, ça ne veut rien dire. Je vois par exemple pour Monsieur de Villepin, vous savez que les erreurs... Les virgules, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et l'erreur est de 2 points dans les sondages. Donc, quand vous êtes à 0, vous pouvez penser que vous êtes à 2. Mais j'ai vu pire que ça. Enfin, là, je n'existe pas. Donc, c'est plutôt mieux, je veux dire. Mais j'ai vu pire. J'ai vu des sondages. Mais c'est étonnant, surtout. J'ai vu des sondages qui a été publié dans le Pèlerin. Et donc catholique, a priori, et dans lesquels c'était un vote sur les catholiques, le vote des catholiques. Là, je figurais, mais j'étais à 0, voyez-vous. Alors ça, comment l'expliquez-vous ça? Est-ce que c'est une malhonnêteté, une manipulation, ou alors le fait que les catholiques ne vous écoutent pas, tout simplement, ou non, je pense que sincèrement, je pense que je n'ai pas été très soutenu par les médias chrétiens. Ça, c'est clair. Ça me semble être une certitude. Alors peut-être qu'effectivement, vous savez, c'est toujours très difficile d'être prophète dans son pays. Donc voilà. Moi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un vote catholique, parce que les catholiques votent. Donc moi, je les encourage très vivement aujourd'hui à voter pour Nicolas Sarkozy. C'est très clair par rapport à l'exigence. Il faudrait lire aussi, il y a 2 choses que je recommanderais aux catholiques, c'est d'écouter l'interview du cardinal 23 sur RTL lors d'une émission de Monsieur Ondelat, vers 18h30, on peut retrouver il y a 3 semaines à peu près. À peu près 3 semaines. En 7 minutes, le cardinal nous donne vraiment les principes qui doivent guider notre discernement, ou lire son dernier petit livre qu'il a fait à l'occasion des présidentielles, ou du reste, naturellement, mon nom n'est pas cité, et j'en suis bien heureuse parce que Quelle société voulons-nous? Quelle société voulons-nous? Il ne s'agit pas pour l'Église catholique de désigner un candidat, mais d'avoir les éléments de discernement pour être en cohérence entre notre foi et nos choix politiques. Merci beaucoup Christine Boutin. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct, présidente du Parti chrétien-démocrate, et bonne journée.